Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents, cette heure quasiment matinale, surtout pour des étudiants, j'imagine. On va donc démarrer cette première conférence de la journée en avant-première des Convergences Occitanie 2023 pour aborder une thématique vraiment d'actualité, la place des jeunes dans l'entreprise, les métiers de demain et les questions à la fois de recrutement, de management et de fidélisation des jeunes dans les entreprises de tourisme. Un petit mot juste avant, il faut débrancher vos Wi-Fi parce qu'on va devoir faire une traduction simultanée franco-espagnole et ça fonctionne sur Zoom, je ne sais pas trop compris comment. Mais en tout état de cause, si vous êtes tous sur le Wi-Fi, ça ne marche pas. Donc merci de débrancher vos Wi-Fi sur vos portables. Bien. Donc je disais, cette thématique, elle est extrêmement importante. Aujourd'hui, on a un petit peu l'impression d'avoir une forme de double incompréhension, à la fois des entreprises qui ont du mal à recruter des jeunes, notamment, mais pas que, et qui ont du mal à comprendre les nouvelles aspirations post-Covid, on va dire, mais qui étaient déjà là auparavant, et puis qui ont des difficultés en termes de fidélisation de leurs collaborateurs. On a parlé de la grande démission et ce type de phénomène. Et puis de l'autre côté, on a aussi des jeunes ou des moins jeunes qui ont du mal à se retrouver dans les valeurs des entreprises aujourd'hui, dans ce qu'elles développent, dans ce qu'elles proposent. Donc l'idée de cette table ronde, c'est aussi de réconcilier un peu tout ça et de partager et d'échanger sur ces thématiques. Donc on souhaite une conférence la plus interactive possible. Donc vous ne soyez pas en train de traiter vos mails, regarder vos portables ou autres. Je vous assure, vous n'êtes pas à une heure et demie près pour répondre à vos collaborateurs, collaboratrices, copains, copines et autres. Et puis je vais me balader dans la salle avec des micros et puis je vais vous les poser devant vous et comme ça, ça vous permettra d'intervenir. Donc vous n'êtes pas prévenu à l'avance quand je vous dépose un micro. Et après, il faut poser une question ou dire quelque chose d'intelligent. Donc c'est un petit côté un peu stressant. Voilà. Bien, je vais vous présenter nos invités du jour. Alors, ça ne va pas être de gauche à droite, j'aurais dû faire comme ça. Xavier Borg, docteur en sciences de gestion. Vous pouvez lever la main, merci. À l'université de Montpellier 3, Sylvie Guano et Laurence Calvas, Polytude. Merci beaucoup. Claire Prost, la directrice de l'Office du tourisme du Grand Avignon, qui était là hier déjà, comme Xavier. Pongsa Kantarson, doctorant à l'Université de Montpellier 3. Oh, super. Thaïlandais donc, hein, franco-thaïlandais ou citoyen du monde, on va dire. Et Esteban Barbos Nunes de Luna, au Costa Rica. Donc c'est vous qui parlez espagnol et on va essayer de traduire. Donc on va aborder cette thématique et on a aussi donc deux cas un peu spécifiques d'étudiants-chercheurs qui vont vous raconter un petit peu le fruit de leurs recherches, leurs travaux, et qui vont essayer autant que possible de l'intégrer à notre table ronde. Xavier, on va démarrer par toi avec un magnifique tableau. Donc c'est un peu dur de démarrer par un tableau comme ça, début de journée. Je crois qu'ils l'ont déjà vu hier pour ceux qui étaient déjà là. Oui, et donc tu vas nous planter le décor. Voilà. Alors bonjour à toutes et à tous, et puis merci pour l'invitation pour cette table ronde où je vais intervenir au titre non pas de l'Office de tourisme, c'est event que je dirige par ailleurs, mais au titre de l'université Paul Valéry, à laquelle je suis rattaché au laboratoire CORIS, c'est-à-dire les sciences de gestion et particulièrement le management. Je vais vous présenter cette diapositive que je vais commenter, que j'ai présentée hier dans le cadre d'un atelier que j'ai animé, mais qui était plus la considération au niveau de la prospective, c'est-à-dire comment on visualise l'emploi et la motivation de l'emploi dans les 10 ans qui arrivent. Or, le propos de cette table ronde ce matin, c'est l'immédiateté, c'est aujourd'hui comment on fait.
Alors, j'ai choisi une seule diapositive qui est un tableau synoptique qui présente les différents modèles managériaux et générations. Parce que aujourd'hui, contrairement à 20 ou 30 ans, vous avez dans les organisations, que ce soit les offices du tourisme ou les entreprises lambda, un ensemble de collaborateurs qui appartiennent à des générations différentes et qui n'ont pas les mêmes systèmes de valeurs, qui n'ont pas les mêmes règles. Alors, c'est important de vous présenter ces diapositives parce que ça permet de mettre en exergue qu'il peut y avoir des contradictions au niveau managérial en fonction des générations qui sont en présence. Et donc le management 1.0, c'est le management directif, hein, tel qu'on le conçoit avec le Taylorisme, avec Ford, et qui concerne voilà, les générations X, hein, baby boomers, pardon, et donc dont les croyances sont la sécurité de l'emploi et la question salariale, du salaire. Donc j'intègre une organisation et je compte y faire ma carrière voilà, le plus longtemps possible. Vous avez en 2.0, donc la génération X, le management dit le lean management. C'est un terme lean en anglais hein, qui signifie sans superflu, hein, donc l'essentiel. Et l'objectif, c'est d'optimiser la gestion et l'organisation dans l'entreprise en répondant à la fois à la rentabilité de l'entreprise, tout en respectant la satisfaction client et la satisfaction des salariés qui doivent se sentir utiles et reconnus par rapport à leur travail. Et ensuite vient la génération X avec management. Alors, ce que je voulais dire par rapport au lean management, la génération X, ce qui est important, c'est l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Voilà, c'est un élément qui est assez déterminant dans cette configuration. Ensuite arrive la génération donc, Y, qui est une véritable révolution en matière de management, parce que là, c'est beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de flexibilité, où intervient voilà, le management agile, l'agilité, et avec ce qu'on appelle l'holacratie. Et enfin, donc la dernière génération, avec le 4.0, c'est l'armocratie. C'est une organisation que je qualifierais d'organico-intuitive, donc qui répond à la fois à de la créativité, de l'innovation. Je travaille dans cette entreprise parce que j'y trouve du sens et je sais pourquoi je travaille. Et c'est ça qui anime ma motivation. Et il y a aussi une question de réactivité. Parce qu'on est dans un monde qui avance vite. Et on agit et on prévoit sur du court-termisme, c'est-à-dire qu'il y a des éléments nouveaux qui interviennent, donc je dois être donc, créatif, m'adapter au jour le jour. Donc vous voyez qu'avec cette coexistence des différents modes managériaux, ce n'est pas toujours évident donc pour le manager ou le directeur d'avoir une harmonisation d'ensemble au niveau managérial. Donc il doit répondre hein, aux attentes des différentes générations. Et la question du recrutement est un problème aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce qui motive le succès de réponse à un appel d'offres ou à on va dire à un recrutement. Ben, ça va dépendre effectivement de la génération à laquelle on a affaire, donc en fonction de ces critères que vous voyez dans ce tableau. Et puis, il y a le recrutement, mais il y a aussi le service après-vente, c'est-à-dire l'évolution de carrière. Mais Xavier, est-ce que tu peux nous dire, dans les entreprises de tourisme, alors c'est pas évident comme exercice, mais quel est le mode de management dominant aujourd'hui?
Et est-ce qu'on est plus sur le 1, le 4, enfin c'est 4 quarts ou pas du tout? On est sur les trois, je dirais qu'on est sur les trois derniers, le bleu, le jaune et le rouge, c'est-à-dire sur la génération X, Y et Z. Et la génération YZ, c'est plus tourné, on l'a vu hier, hein, c'est tout ce qui est tourné vers les nouvelles technologies, vers les réseaux sociaux, vers la considération très forte sur les valeurs environnementales et sociétales qui ont été très bien explicitées par nos étudiants hier en restitution de journée, et j'en profite pour les remercier encore pour la qualité de leur travail. Donc on est vraiment sur ces trois, principalement sur ces trois derniers. Et on va vers le rouge. Ça, et on va de plus en plus vers le rouge, tout à fait. Et c'est vous, dans la salle, qui incarnez cette génération avec ses croyances. Donc, Claire, Prost, vous êtes sur le management quoi, ou jaune, rouge, vert. On va donner la parole à deux directeurs, directrices d'Office du tourisme. Dites-nous un peu comment vous faites avec les jeunes notamment. Je pense qu'aujourd'hui, je me sens plus à l'aise dans le jaune, mais on a tendance effectivement à tendre vers le rouge parce que nos équipes nous amènent aussi là-dessus. Mais la collaboration aujourd'hui, c'est inévitable. Si on veut effectivement embarquer les équipes, de toute façon, il faut que ce soit partagé. Voilà, on ne peut pas leur imposer effectivement la vision que nous, on a de l'objectif qu'on a à atteindre, etc. Je pense que il faut qu'il soit défini ensemble. Donc le côté collaboratif, il est juste évident. Et aujourd'hui, il y a un côté, on marche sur un fil, on tente des choses, on est en train de s'adapter avec des jeunes générations, des plus anciennes. Parlez-nous un peu de votre expérience. Donc concrètement, comment ça se passe à l'Office du tourisme du Grand Avignon avec vos collaborateurs, jeunes ou moins jeunes? Eh bien, c'est vrai qu'on a une grande partie de l'équipe qui était là bien avant moi, donc qui a effectivement toute une histoire. Et depuis que je suis arrivée, j'ai fait 3 recrutements et je vois bien la difficulté. Alors les recrutements que j'ai pas fait que des recrutements de génération Z. Hein. J'ai aussi recruté dernièrement quelqu'un qui est plus de la génération X. Mais en tout cas, ça demande une composition permanente. Les plus anciens sont assez réfractaires au changement, c'est naturel. Et puis les jeunes arrivent avec beaucoup d'idées. En plus, on les recrute souvent par rapport justement à la capacité de se projeter, ce qu'on ne faisait pas du tout à l'époque. À l'époque, on recrutait uniquement sur de la compétence. Aujourd'hui, on essaie de gratter un peu pour savoir là où ils ont envie d'aller, quelles sont leurs aspirations, etc. Et donc déjà là, ils n'ont pas été recrutés sur les mêmes critères, ils n'ont pas la même histoire. Et donc nous, managers, on doit composer de façon permanente en fait. Et donc tu recrutes sur quels critères alors, concrètement, les jeunes? Alors concrètement, il y a une base de compétences en fonction du métier. Quoique, là j'ai recruté sur un poste d'accueil, justement, la personne que j'ai recrutée cet été, c'était une génération X. Elle avait les langues, et après ça s'est passé effectivement dans le feeling que j'ai eu avec elle pendant l'entretien. Voilà, c'était quelqu'un qui adore le partage, on sentait l'empathie, on sentait l'envie effectivement de faire découvrir la région qu'elle a découvert elle-même il y a 5 ans. Donc c'est pas forcément quelqu'un du cru non plus, voilà. Donc c'était vraiment cette capacité, en tout cas ça pétillait. Et je me suis dit c'est elle. Et la différence, elle s'est pas faite sur une compétence précise sur le CV. À partir du moment où ils partaient tous au minimum 3 langues, on était OK sur le CV, quoi. OK. Comment ça se passe à Toulouse? On a avec nous le directeur de l'Office du tourisme de Toulouse. Comment vous recrutez, le management et la relation avec les jeunes? Comment ça se passe aujourd'hui dans votre structure à vous? Bonjour à tous. Donc Adrien Armel, effectivement, de Toulouse. Alors moi, je ne me reconnais pas tout à fait dans les dernières générations, puisque nous, on a une pyramide des âges qui est pas si jeune que ça à l'Office. Mais là, je vais vous expliquer un peu le traitement différentiel. Mais on a vraiment des cas de figure qui sont très très différents. On a des gens qui sont là depuis longtemps, très longtemps, effectivement, avec une certaine résistance au changement. Et là, on est encore dans un mode de management qui demande même une certaine protection. On sent qu'ils ont envie de ne pas être exposés au risque. Et quand on leur propose des nouveaux projets, des nouvelles façons de faire, c'est très très difficile finalement de les exposer à, on va dire, à des pratiques un peu plus innovantes. Puis après, on a des jeunes qui ont effectivement des attentes qui sont complètement différentes. Et là, on n'a pas toujours la capacité de répondre, nous, à ces attentes en
En interne, ils ont envie d'aller très très vite dans la mobilité aussi de leur mission. Et là, on se retrouve, nous, un petit peu bloqués par rapport à nos moyens aussi financiers, hein, et nos moyens en interne. On manque un peu d'agilité, nous, dans nos process, pour permettre à une personne d'évoluer tous les ans, tous les 2 ans. On n'est quand même pas sur des énormes structures, donc en termes de mobilité interne, on ne peut pas donner tant d'opportunités que ça. Donc il y a un petit décalage entre les attentes des jeunes qui rentrent, et là où j'observe que le décalage se fait de plus en plus grand, c'est que pour la première fois, on a des jeunes qui s'en vont. Waouh! Parce qu'à l'office de tourisme, avant, les gens restaient. Et là, aujourd'hui, c'est plus le cas. Alors là, je vous dépeins peut-être pas très positif, hein. Je vous fais un autoportrait qui n'est pas super, mais c'est bien aussi qu'on voit les limites dans nos capacités d'évolution. On est dans des structures aujourd'hui où on doit évoluer beaucoup plus vite, nous, en management, en direction, mais on est dans un carcan, parfois administratif, parfois semi-public, avec des budgets qui sont contraints, qui fait qu'on n'a pas toujours cette capacité d'offrir des opportunités d'évolution rapides. Donc oui, il y a des attentes fortes, et pas toujours la capacité chez nous d'y répondre favorablement. Quand tu parles d'opportunités, c'est opportunités financières ou d'évolution sur d'autres postes? Les deux. Les deux, on voit très bien, et d'ailleurs c'est souvent la porte d'entrée, c'est souvent l'accueil, et c'est super d'ailleurs, c'est comme ça que nous on adore que quelqu'un passe par le terrain et le contact direct avec les visiteurs, avec les touristes, et ensuite on voit bien, il y a eu beaucoup de personnes qui sont passées par l'accueil, qui sont passées à d'autres missions, sur des missions plus de gestion de l'information touristique, sur un développement par exemple de l'agenda, qui est quelque chose qui est très très important pour nous, parce que c'est comme ça qu'on capte le tourisme de proximité, les locaux. Donc il y a plein, on repère tout de suite à l'accueil les potentiels qui vont grimper. Mais sur 7-8 qui vont venir en saison, on peut au maximum en faire évoluer 2, voilà, peut-être 3, et encore, ce n'est pas des évolutions super rapides. Donc oui, on arrive à faire évoluer, mais on n'arrive pas à faire évoluer tout le monde, et tout le monde au rythme où il souhaiterait. Parce qu'il y a aussi une forme d'impatience, une forme de « on veut tout de suite, maintenant, je voudrais évoluer, et puis si au bout d'un an, je m'en vais », ce que je comprends aussi. Et après, peut-être dans la logique du recrutement, je vais dire quelque chose qui est assez surprenant pour vous, mais aujourd'hui, nous, on recherche à l'accueil les jeunes profils, des gens qui n'ont pas envie de rester trop longtemps à l'office. Alors ça peut paraître contradictoire, mais on pense que ce métier d'accueil, et tous les métiers d'accueil, c'est très exigeant, il faut être très présent, tous les jours. Donc on ne peut pas, je pense, être dans ces postes-là plus de 5 ans, 6 ans. Je suis volontairement un peu radical, hein. Ça veut dire que nous, on aime bien recruter des gens qui ont déjà une vision d'autre chose, qui ont des centres d'intérêt qui sont autres. On sait qu'ils vont évoluer vite parce qu'on a envie qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes sur ces 3, 4, 5 ans, et qu'ensuite, ils vont évoluer vers autre chose. On n'a pas envie de quelqu'un qui s'enracine dans un poste d'accueil. Donc aujourd'hui, c'est un peu la politique sur le recrutement, à minima sur l'accueil. Et donc, dans la phase de recrutement, concrètement, dans l'entretien, qu'est-ce qui compte le plus? Qu'est-ce qui va déclencher l'envie de travailler, d'intégrer une nouvelle personne? Et à contrario, éventuellement, les éléments qui peuvent être bloquants, qu'est-ce qui pourrait être rédhibitoire dans un entretien d'embauche, notamment avec des jeunes? On a surtout des jeunes dans la salle. Aujourd'hui, la capacité d'initiative, elle est clé. L'esprit d'initiative, si on voit que quelqu'un arrive et n'a pas réfléchi au poste, et ce qui est souvent quelque chose de très positif, c'est qu'apporte quelqu'un qui a une vision déjà, alors critique constructive de nos métiers, et qui peut même nous apporter, nous challenger un peu, même pendant l'entretien. Moi, ça ne me dérange pas qu'elle me dise peut-être qu'on pourrait faire ci. En tout cas, nous, on les pousse à nous suggérer quelque chose dès l'entretien. Qu'est-ce que vous pensez? Et puis, après, il y a quand même une base langue vivante, formation, et sur des postes de communication, c'est quand même très, très important. Mais moi, je regarde de plus en plus la part extra-professionnelle, en fait. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là, en dehors du boulot? Et alors là, c'est plutôt positif pour le coup, hein, mais s'il y a des passions, s'il y a des choses qui les animent, si ça peut être le patrimoine ou autre chose, ça peut être le sport, ça peut être... Et ils vont peut-être amener quelque chose à l'office au travers de cette passion. Et donc moi, je regarde souvent la partie, j'appelle ça la partie basse du CV, ou la deuxième partie du CV, qui est aussi un peu qu'est-ce qu'on a fait dans la vie personnelle, quel voyage on a fait, enfin tout ça, ça importe. Donc ça, c'est un conseil pour les jeunes qui font vos CV. Travaillez bien la fin. Je pense qu'il faut toujours le faire. Moi, je vois beaucoup de chefs d'entreprise qui, en recrutement, se plaignent aussi de personnes, jeunes ou moins jeunes, du reste, qui arrivent à l'entretien sans s'être vraiment renseignés sur l'entreprise, sans être intéressés comme ils le pouvaient via Internet ou d'autres. Donc il y a quand même moyen de s'y intéresser. Et c'est vrai que ça, c'est toujours un peu dur. Donc ça, c'est un conseil à vous donner. Allez potasser un peu ce qu'ils font et faites un
un rapport d'étonnement, comme on dit. Xavier, un petit témoignage quand même sur ton côté directeur d'office du tourisme, dans le vécu du recrutement, de la fidélisation et du management. Alors, je partage donc l'avis de mon collègue de Toulouse. Je crois que dans le recrutement, ce qui est important, c'est, on a parlé des compétences pour le poste, mais il y a aussi donc le savoir-faire, mais il y a le savoir-être. Et effectivement, c'est dans la personnalité, dans le petit plus qui va faire que la personne va apporter une valeur ajoutée à l'entreprise. Alors, c'est vrai qu'il y a la versatilité des postes par rapport à l'accueil, effectivement, mais moi, je crois intimement que, effectivement, l'accueil... alors déjà, ce qui est important pour nous, recruteurs, c'est de bien mettre en exergue les potentialités de la richesse qu'il y a dans les postes et l'évolution dans les structures touristiques, institutionnelles, nos offices de tourisme, parce que les champs du possible sont très larges. Et ce qui est important, c'est de fidéliser donc le candidat que l'on va recruter en le faisant évoluer au sein de la même organisation, mais sur des postes, sur des tâches différentes. Et la formation professionnelle est extrêmement importante. Alors je dis, il y a la phase de recrutement, mais il y a la phase de SAV et d'évolution de carrière. Et je crois que dans la vie professionnelle, on peut se former à tout moment, et la formation professionnelle est quelque chose de fondamental et qui fait partie du package dans le cadre du recrutement. Justement, vous faites un très bon enchaînement. Je vais passer la parole à Laurence, donc, qui va nous parler de formation tout au long de la vie et pour aider justement les structures et les salariés, les collaborateurs à s'adapter aux différentes évolutions. Donc, bonjour à tous. Nous entendons qu'il faut mettre en adéquation le poste avec le profil du candidat. Apparemment, il n'y a pas de problème de compétences en termes de recrutement au départ. Et je rebondis sur ce que tu dis, Xavier, c'est du savoir-être souvent qu'il faut améliorer. Nous, à travers la formation professionnelle, nous sommes un organisme de formation et nous utilisons les budgets de formation pour mettre en place des formations dans les offices de tourisme, dans les entreprises, etc. Donc, je vais vous poser 2-3 questions. Est-ce que vous connaissez le compte de formation, le CPF? Vous pouvez lever la main, ceux qui connaissent? Bon, ça va, tout le monde connaît. Est-ce que vous savez que vous avez des droits sur ce compte-là? Qui sait qu'il a des droits? D'accord. Vous avez tous travaillé probablement l'été, vous avez tous eu des bulletins de salaire, donc vous avez déjà acquis des droits. Ces droits, avec ce CPF, peuvent être utilisés pour faire des formations certifiantes, qualifiantes, diplômantes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez vous former tout le long de la vie et ce, jusqu'à votre retraite. Vous avez sûrement entendu parler des arnaques actuellement, donc si vous recevez des SMS avec vous avez des droits, utilisez-les, surtout vous ne répondez pas. Si jamais un jour vous devez faire de la formation par votre CPF, vous vous renseignez au préalable ou vous nous appelez, on vous dira c'est là où il faut aller ou là où il ne faut pas aller. Ensuite, vous allez tous être à un moment donné probablement demandeurs d'emploi. Donc par le biais de Pôle emploi aussi, vous avez des formations qui peuvent être financées. Donc c'est la combinaison souvent du CPF avec le financement Pôle emploi qui va faire que vous allez pouvoir faire des formations qui vont vous permettre soit d'accéder à un nouvel emploi, soit de vous reconvertir. Et là, je parle pour tout le long de votre vie, c'est-à-dire à l'âge de la retraite, peut-être à 75 ans, on ne sait pas comment ça va évaluer. Et au niveau des entreprises, les entreprises cotisent à travers de la masse salariale et ont des budgets formation qu'aujourd'hui, France Compétences et par le biais de l'URSSAF collecte et dirige. Et les organismes qui financent s'appellent des OPCO. C'est en fonction de votre secteur d'activité et surtout de votre convention collective que l'entreprise va avoir des fonds pour la formation. Donc il y a plusieurs types de fonds, notamment le plan de formation. La plupart des offices de tourisme sont avec l'OPCO de l'AFDAS. Et vous avez aussi des fonds qui vous permettent d'avoir accès à l'apprentissage. Est-ce qu'il y a des apprentis ici? Ah ben voilà. Donc c'est l'OPCO de l'entreprise qui finance votre formation. Pareil pour le contrat de professionnalisation.
Donc, dans tous les cas, ça, c'est les dispositifs. On a la chance en France d'avoir ces dispositifs-là. On est quand même les seuls au monde à avoir autant d'argent qui peuvent être investis pour les salariés et les demandeurs d'emploi et les particuliers. Et c'est vraiment quelque chose de précieux. Il n'y a pas un autre système au monde qui fonctionne comme le nôtre. Il faut vraiment le protéger. Donc, au niveau des formations, on revient sur la diapo avant. La formation, les objectifs, donc très rapidement, c'est développer les compétences, sécuriser les acquis, accéder à des qualifications supérieures, valoriser l'expérience en entreprise, et ça peut être aussi de la reconversion. Tout le monde fera de la formation dans sa vie. Ouais, je demandais juste aux deux directrices d'office de réagir sur ces 4 objectifs. Vous le vivez comme ça dans l'entreprise, vis-à-vis de vos collaborateurs. Quels sont un peu les objectifs que vous fixez dans vos propres structures? Oui, complètement. Donc là, dernièrement, il y a eu 2 formations certifiantes chez nous en interne. Par contre, la difficulté, c'est qu'on est un établissement, enfin un service public. Du coup, on passe effectivement par un organisme bien particulier. On cotise au CNFPT et que le CNFPT ne nous donne pas du tout l'opportunité d'avoir une offre de formation justement technique qui corresponde réellement à nos besoins. On n'est plus sur des formations génériques, filières administratives, etc. Donc sur du savoir-être, on peut éventuellement s'y retrouver. Mais après, dès qu'on veut effectivement s'engager sur une formation certifiante ou en tout cas engager nos équipes, ça coûte très cher. Et à chaque fois, le service RH, oui, parce que bon, forcément, on dépasse les limites par rapport aux autres services support qui, eux, trouvent toutes les compétences, en fait, enfin toutes les formations pour répondre aux besoins de compétences dans les catalogues. Donc moi, j'ai une vraie difficulté, mais je pense que dans la fidélisation de nos équipes, c'est effectivement de pouvoir leur donner aussi cette opportunité d'évoluer. Et moi, c'est un réel frein. Donc là, je me bats. Pour moi, c'est une nécessité d'offrir aux plus anciens, effectivement, la possibilité de remettre un peu à jour les compétences et de se rebooster un peu. Et pour les plus jeunes, de donner toujours, effectivement, un peu plus pour avoir cette capacité de pouvoir les garder le plus longtemps possible et leur offrir aussi l'opportunité d'ouvrir un peu le champ des possibles. Xavier, même combat, même difficulté? Oui, moi je suis personnellement très attaché à la formation professionnelle. Au sein de notre équipe, nous avons un plan d'action annuel qui est clairement établi parce que je suis intimement convaincu que des formations qualifiantes pour nos collaborateurs concourent à la fidélisation au sein de l'entreprise, à les faire évoluer dans leur expérience, dans leur savoir-faire, et puis surtout de pouvoir updater leur CV. Et ça, c'est très important également, puisque dans le travail, il n'y a rien de pire que la routine et la stagnation. Et la formation professionnelle, justement, permet de surfer sur la vague et d'être au top de la performance. Et un petit sondage juste comme ça, quels sont ceux pour lesquels savoir qu'une entreprise au sens large, territoire, organisme, association, propose des formations tout au long de votre vie professionnelle, c'est un critère déterminant pour postuler, avoir envie d'y travailler? Levez la main pour ceux pour qui c'est important, vous jugez ça important. Bon, petit vote, c'est pas gigantesque. Vous le découvrez sur place à mon avis. Laurence, on enchaîne. Oui, je pense que si vous ne saviez pas qu'il y avait ces dispositifs-là dans l'entreprise, forcément, c'est compliqué de répondre. Donc nous sommes un organisme de formation privé et nous intervenons notamment en proposant des formations liées au tourisme auprès de restaurateurs, boutiques, autocaristes, offices de tourisme, etc. Boutiques, ça peut être des boutiques de fringues, des boutiques d'objets, des boutiques de je sais quoi dans des sites touristiques. Donc en fait, on n'est pas forcément sur du tourisme pur, mais sur comment on accueille, comment on manage, comment on optimise, comment on communique avec les clients potentiels. Nous sommes vraiment dans l'entreprise. Alors, la formation, pourquoi? Donc au départ, vous êtes recruté. Donc des fois, il faut des formations en adéquation avec le poste à pourvoir, soit pour améliorer votre technicité, approfondir votre savoir-être, optimiser votre savoir-être. Améliorer votre technicité, par exemple, vous avez besoin d'apprendre ou de mettre à jour
le logiciel de réservation qu'utilise par exemple l'Office de tourisme. Et à ce moment-là, on peut mettre en place des formations pour que vous soyez en adéquation avec le poste. Approfondir votre savoir-faire. Vous avez appris Excel, mais vous avez appris l'Excel scolaire. Là, aujourd'hui, Excel devient un outil de travail pour monter des tableaux qui sont vraiment importants pour l'entreprise. À ce moment-là, on fait une petite formation. Nous faisons des formations pratico-pratiques. Le cas d'exercice, c'est le cas de l'entreprise. On ne va pas faire de l'exercice. Je peux faire encore un petit sondage. J'aime bien les petits sondages. Levez la main, tous ceux qui maîtrisent Excel. Bon, il y en a plein qui ne maîtrisent pas Excel. Alors, gardez la main levée assez haut, comme ça on vous voit bien. Voilà. Et gardez la main levée ceux qui maîtrisent le tableau croisé dynamique sur Excel. Ouais, c'est pas lourd quand même. Oui, et paradoxalement... Alors que c'est essentiel quand même. Ouais, nous avons rentré des alternants dont l'on a gardé, qui connaît Excel sur le principe, à savoir qui sait faire des petites formules, des trucs comme ça, mais qui n'a pas l'idée de ce que ça peut... Comment on peut mettre en place des choses par rapport aux besoins de ce que vous devez restituer, soit parce que la hiérarchie vous le demande, soit parce que vous avez besoin des indicateurs. C'est le côté pratique. Vous avez l'outil, mais vous n'avez pas forcément le truc pour mettre en place des choses. Nous, avec la formation, on vous montre à quoi ça sert, quoi. Comment ça fonctionne. Et les chefs d'entreprise, qu'est-ce qu'ils vous disent? Tous ceux que vous rencontrez, quels sont leurs vrais besoins et quelles sont leurs difficultés? Quels sont les témoignages qui vous apportent notamment sur les jeunes dans l'entreprise? Quels sont un peu leurs retours? Le chef d'entreprise, à la base, il recherche le mouton à 5 pattes, forcément. Et les jeunes recherchent une entreprise sexy, enfin, qui les intéresse. On n'est plus dans... on n'est pas trop dans quelque chose de très carriériste avec une posture. C'est vraiment quelque chose du savoir-être, d'être bien, de la bienveillance. C'est tout ça que les jeunes recherchent dans l'entreprise. Et la génération, parce que moi je fais partie de la génération X, c'est ça? C'est compliqué de communiquer aussi avec les jeunes parce qu'on n'a pas du tout les... Enfin, on n'a pas du tout... on n'a quand même pas du tout les mêmes principes, les mêmes attendus. Et moi, c'est vrai qu'il y a des fois des réflexions que je tombe parce que ça ne me vient pas à l'idée, quoi. Donc, par exemple, au niveau de la formation, au niveau du recrutement pour les managers, on essaie de les accompagner pour essayer de communiquer, de comprendre qu'est-ce que c'est que cette nouvelle génération, qui a été en plus accentuée avec l'effet Covid, où nous, par exemple, toutes les formations étaient en présentiel. Avec le Covid, on a dû faire du distanciel, où les gens ne se sentent plus. Ça aussi, c'est important. Et dans les postes, je pense aussi qu'au niveau du recrutement, il faut arriver à faire un mix de tout ça et arriver à comprendre l'autre, quoi. Et au niveau du recrutement, c'est important des deux côtés. Ce qu'attend le manager et ce qu'attend le manager. On va essayer de faire parler les jeunes en espérant qu'ils se lèvent, qu'ils parlent, qu'ils expriment un peu Allez, on se réveille. Ce qu'ils ont envie de dire, leurs valeurs, leurs besoins, leurs attentes. Pour les stimuler, on va donner d'abord la parole aux profs. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les jeunes que vous accueillez en formation? Comment vous sentez leur motivation? C'est quoi un peu leur état d'esprit? Donc vous avez une prof qui parle et après c'est à vous, voilà, levez-vous et dites ce que vous avez à dire. Vous avez des employeurs dans la salle et c'est bien qu'on vous entende. Jacinthe. Oui, bonjour. Je me lève, Jacinthe Bessière, donc je suis enseignante à l'ISTIA sur plusieurs masters, mais notamment un master tourisme et développement. Alors que me disent les étudiants quand ils rentrent en formation? Déjà, une recherche effectivement de connaissances, une recherche de compétences et de connaissances. Donc nous, effectivement, en master à l'université, on est très attachés à leur transmettre un socle de connaissances qui leur permettent de réfléchir, qui leur permettent de penser, et pas uniquement de dupliquer à l'infini des outils recettes qui ne permettraient de pas s'adapter justement dans des contextes qui sont hyper mouvants. Donc l'idée, c'est aussi... et je pense que c'est aussi le besoin des étudiants d'acquérir dans nos formations, j'allais dire, un panel
de mode de réflexion, savoir réfléchir, savoir se poser des questions, savoir critiquer aussi, savoir se réadapter, se remettre en question. Je crois que là, c'est aussi une compétence à avoir, c'est-à-dire ne pas foncer le nez dans le guidon, j'allais dire, prendre le recul nécessaire. Et les différentes disciplines qu'on leur enseigne sont aussi là pour ça, à savoir analyser les phénomènes qui les entourent, ben, voilà, avec un certain recul. C'est ce que donne aussi l'université. Et puis, bien entendu, il y a toutes les domaines de compétences techniques, socio-professionnelles. Et là, effectivement, on a des intervenants avec nous qui font aussi ce travail-là. Donc il y a une complémentarité, j'allais dire. Est-ce que vous savez où est-ce qu'ils ont envie de travailler? Alors, est-ce qu'ils ont envie de travailler ou plutôt dans des territoires, plutôt dans des entreprises de tourisme? Est-ce qu'ils ont envie de voyager? Voilà, ils ont envie de travailler. Qu'est-ce qui les fait rêver? Je crois que c'est tout à la fois. Je crois que c'est tout à la fois. C'est-à-dire, rares sont les étudiants aujourd'hui qui nous disent on veut faire ça et pas autre chose. Ils sont aussi dans une logique de, pas au coup par coup, mais ils ont des envies multiples. Avec aussi la lucidité de se dire il va falloir qu'on s'adapte à différentes situations, à l'évolution. Beaucoup, bon, bien sûr, ont la perspective du voyage, hein, ce qui est très bien, de l'expérience professionnelle à l'international, mais la perspective aussi de dire, comme monsieur l'a dit tout à l'heure, à l'Office de tourisme de Toulouse, c'est-à-dire on va avoir une expérience Y, et puis une deuxième lambda, et puis une autre X. Donc l'idée, c'est d'accumuler, de capitaliser. Et je crois que c'est bien ça l'idée de chacun, hein, d'arriver à capitaliser, à se forger un profil qui soit le plus adaptable possible. Moi, je crois qu'il ne faut pas les mettre dans des choses très tubulaires, finalement, qui fassent qu'ils sont monotâches. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des jeunes qui ont envie de nous dire où ils ont envie de travailler, pour qui, pour quelle entreprise, qu'est-ce qui les fait rêver, qu'est-ce qui les fait bouger, pourquoi ils veulent travailler dans le tourisme, finalement? Allez, c'est toujours pour le premier que c'est difficile, après ça va mieux. Ouais, attendez, j'essaye d'avoir quelqu'un dans l'amphi. Mais... Allez, TD, une, là. Après c'est à vous. Allez-y, levez-vous, parlez fort, ça va le faire comme ça. Ah, ok, bon, allez, je vais vous passer le micro, c'est bon, je m'en occupe. Ah, non. Vous vous présentez et puis vous dites ensuite. Bonjour, je suis Sophia, je suis une élève de Master Tourisme et Développement de territoire à Port-Valéry, à Béziers. Moi, je suis brésilienne. Moi, je viens d'un autre parcours avant. J'étais dans les domaines de la médecine. J'ai complètement changé vers le tourisme. Et moi, c'est la possibilité de rencontres avec d'autres cultures, l'échange qu'on peut faire pour aussi améliorer le monde dans l'avenir. Vu qu'on a tellement de tensions de tous les côtés, je pense que le tourisme, c'est une façon de regrouper les gens et ouvrir notre mentalité, notre esprit. Et moi, j'ai déjà travaillé à l'Office de tourisme de Montpellier comme saisonnière cet été. Et moi, j'aimerais, dans mon parcours, continuer dans quelque chose lié à la culture, les échanges. Pas forcément les côtés commerciaux, agence de voyage, hôtellerie. C'est plutôt quelque chose pour faire découvrir les populations, les territoires. Ok, très bien. Merci beaucoup. On peut l'applaudir, hein, parce que c'est la première. Elle fait l'effort. On va garder le micro, je vais revenir. Gardez le micro, je vais revenir, vous inquiétez pas, et je vais le passer à la deuxième. En attendant, donc, je vous donne la parole. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Katia. Levez la main, celui qui veut parler juste après, je lui donne le micro. Je suis également, comme ma collègue, à l'université Paul Valéry de Béziers. Donc avant de devenir traductrice aujourd'hui, je viens d'un parcours aussi un peu atypique. D'abord au Mexique, j'ai fait des études d'architecture. Après, j'ai fait un management, une maîtrise d'ouvrage et management des patrimoines bâtis en France il y a quelques années. Après, j'ai travaillé pendant presque 15 ans plutôt dans le secteur BTP. Et donc, justement, je me suis confrontée au bout de 20 ans de carrière, un peu, toujours dans les mêmes domaines, à me poser des questions et de savoir où est-ce que, si c'était vraiment par là que je voulais continuer, quoi. Donc, dans l'entreprise où je travaillais actuellement, parce que là, actuellement, j'ai repris les études. Justement, je n'ai pas trop entendu parler de la part de... Bon, on sait que ça existe, hein, les fonds de formation, les CPE, etc., ça existe. Mais au niveau de l'RH, ça ne nous parle
très peu. Donc c'est à nous toujours d'aller chercher les infos. Donc là, j'ai dû me débrouiller pour pouvoir justement faire bouger ces fonds de formation et pour pouvoir justement, voilà, tout simplement chercher une autre voie de carrière, faire une reconversion professionnelle. Donc c'est vrai qu'on on entend parler des choses, mais à l'intérieur des entreprises, je pense que c'est dur. Ça reste encore difficile. En tout cas, dans mon cas, on nous propose toujours des formations. Chaque année, on a le droit à 12 jours de formation. Donc, c'est l'entreprise qui nous propose. Le catalogue, c'est très limité. Et donc, voilà, si on veut vraiment faire autre chose, il faut quand même qu'on aille chercher les infos. Donc, Okay. En tout cas, pour mon expérience, c'était pas aussi simple que ça, mais j'ai réussi. Donc, je suis très contente d'être là. Merci beaucoup. Alors, il y a un petit groupe d'étudiants, d'étudiantes là qui ont envie de prendre la parole. Vous vous levez, vous vous présentez et vous dites, vous exprimez. Allez-y. Bonjour, c'est Laurie de Case Tourisme. Du coup, on a un petit groupe, on a un peu parlé entre nous et je passerai le micro après à Lucie. Donc c'était plus quelques remarques. Donc merci d'être là. Après, c'est vrai que quand on parle formation, c'est dommage qu'il n'y ait pas de former, entre guillemets. Il n'y a que des formateurs qui parlent, mais du coup, c'est bien de pouvoir poser des questions. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est tous en alternance. Et Dieu sait que c'est compliqué de trouver des alternances. Et on a beaucoup de conférences ou de conseils sur le savoir-être, le savoir-faire, acquérir de plus en plus de compétences, de capacités. Et c'est vrai qu'on est souvent formé à bloc, mais pourtant on ne trouve pas forcément des entreprises qui vont nous embaucher en fonction de notre diplôme ou en fonction du poste qu'on recherche. Beaucoup ici ont changé plusieurs fois d'entreprise, moi-même. Et puis je trouve ça aussi également dommage que après un master, voilà, comme vous dites, il faut voyager également. Ça peut être compliqué quand on est étudiant, il faut acquérir beaucoup de choses. Mais à la fin, on sait très bien que dans le tourisme, c'est aussi mal payé. Enfin, on parle de formation, mais on ne parle pas de salaire aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi quelque chose d'important. Alors, j'ai animé la semaine dernière un débat avec 11 étudiants sur scène. Non, attendez, gardez le micro, bougez pas. 11 étudiants sur scène et 300 dans la salle. J'ai eu un mal fou à leur demander de dire « je ». Donc, ce qui nous intéresse là, c'est de savoir ce que vous, personnellement, vous avez envie de faire, vous avez envie de travailler dans le tourisme, quelles entreprises ou quels territoires vous font rêver, et qu'est-ce que vous attendez de ces entreprises au sens large, en termes de valeur, en termes d'évolution, en termes de salaire. C'est quoi vos motivations personnelles? Alors, moi, j'ai fait un premier master ingénierie touristique et culturelle. Là, je termine un deuxième master en management et marketing du tourisme. J'ai fait une première année d'alternance dans un tour opérateur que j'ai quitté au bout d'un an parce que ça ne correspondait pas du tout aux missions que je voulais. Voilà, j'ai fait un deuxième master, j'attends des responsabilités. J'attends plus un poste d'assistante sans aucune prise de décision. Donc là, l'entreprise dans laquelle je suis, ça se passe très très bien. Mais effectivement, voilà, j'ai des amis aussi qui se font diplômer et on leur propose à 39 heures 1980 € brut, ce qui est 60 € de brut de plus que le SMIC après un master. Et donc moi, je sais que voilà, je vais être diplômée en décembre. Si c'est ce qu'on me propose, je vais partir à l'étranger. Je vais faire des permis de visa vacances-travail. Et puis, c'est dommage en France de former des jeunes qui sont prêts à bosser, on a tous envie en fait de donner dans nos entreprises, mais je trouve qu'en retour, on ne nous donne pas forcément aussi ce qu'on attend. Alors, une petite réaction et on repasse la parole aux étudiants. Oui, la question du salaire, je pense que quand on fait des études, moi, la première, j'ai un master en gestion. À l'époque, à la fac, on nous disait, vous valez tant. Je valais 2 fois le salaire que ma mère touchait en travaillant depuis 30 ans. Donc, voilà. Et je pense que ça n'a pas changé. Je pense qu'avec les diplômes, on vous donne des bases en vous disant, vous valez 2000, 2500 € brut, 3000 € sur le marché. Mais quand c'est votre premier emploi, c'est après l'expérience qui est monnayée. Et je ne dis pas qu'il faut tout accepter, mais quand on démarre, il faut faire ses preuves. Donc, si vous rentrez dans un emploi où vous avez 1500 €, je parle en net, 1500 € de salaire, mais que vous estimez valoir 1800 ou 2000, déjà peut-être rentrer, accepter à 1500, c'est juste mon avis, hein.
Et puis ensuite, faites vos preuves et allez négocier. Puisque c'est votre valeur ajoutée, vous allez la démontrer. Mais quand vous sortez de l'école, vous n'avez rien prouvé à la personne avec qui vous travaillez. Alors attendez. Ça, c'est mon avis. Là, je sens qu'on va pas être d'accord, mais moi, je suis d'accord avec vous. Quand j'ai fait, attendez. J'ai fait bac plus 5. On m'avait expliqué que j'allais gagner temps, etc. Et mon premier job, c'était 4 à 5 fois moins. Et après, j'ai progressé. Mais allez-y, répondez. Je suis d'accord qu'on a encore un profil junior, on n'a pas énormément d'expérience. Après, en général, on a tous fait une licence, un bachelor avec des stages, des emplois saisonniers. Et l'alternance, ça sert à ça sert à acquérir de l'expérience. Et je veux bien qu'on ait un profil junior, mais on a aussi énormément de compétences et de choses qu'on a apprises à l'école qu'on va apporter. Et rémunérer un SMIC ou 100 € de plus que le SMIC après un master, même en profil junior, je trouve ça totalement déplacé. Ok, pas de problème. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. On peut l'applaudir. A beaucoup d'énergie. C'est bien. Vous irez loin. Passez-vous le micro entre vous. Alors, il y a monsieur et ensuite, c'est vous. Juste où moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ce que vous dites sur la formation le salaire est en fonction de l'expérience. Je prends mon exemple personnel cette année, moi je suis rentré en master, c'est la première fois que je fais une vraie alternance, donc j'ai dû chercher une alternance. À même âge, mais pas même expérience, j'ai eu la chance de pouvoir faire des saisons depuis que j'ai 16 ans, de beaucoup bosser dans le tourisme, de faire beaucoup de stages, donc d'avoir une grosse expérience et d'acquérir une grosse expérience, avec une expérience qui était 2 à 3 fois plus grande que certains de mes amis. On me proposait exactement les mêmes postes avec exactement les mêmes salaires. Le souci, c'est que derrière, voilà, on a cette expérience qu'on acquiert au fur et à mesure en se disant justement, dès 16 ans, je vais commencer à travailler parce que c'est ce qui m'intéresse et je me dis, plus tard, au moins j'irai plus vite et je pourrai acquérir des choses plus rapidement. Au final, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, la plupart des postes qu'on propose à des alternants ou même à des gens sortis de master, c'est des postes vraiment tout en bas de l'échelle, sans prendre en compte, on prend en compte que l'âge et le niveau d'études, mais pas forcément l'expérience. Aujourd'hui, c'est le grand souci, moi, que je vois sur les entreprises. Alors, personnellement, je parle plus de l'hôtellerie, plus spécifique sur l'hôtellerie que sur le tourisme en général, parce que je n'ai jamais travaillé en office ou des choses comme ça. Donc, vraiment, moi, ce qui m'intéresse en particulier dans ma carrière professionnelle à moi, c'est l'hôtellerie. Mais sur l'hôtellerie aujourd'hui, l'expérience n'est pas valorisée, seul l'âge et le niveau d'études est valorisé. Bon, allez-y. Ça, c'est le système c'est le système français. Après, moi, ce que je dis, c'est que vous pouvez accepter d'être, entre guillemets, sous-payé par rapport à ce que vous estimez, mais ça ne vous empêche pas d'aller négocier 2 mois, 3 mois après, parce que vous arrivez, vous allez voir votre patron et vous leur dites, voilà ce que j'ai fait, ça vaut tant. Et c'est l'expérience qui est valorisée, vous avez fait vos preuves. C'est compliqué pour les entreprises aujourd'hui. Alors, nous, on a beaucoup quand même d'entreprises de moins de 10 salariés, donc c'est pas des grosses boîtes. Hein. Ils investissent, mais ils ne peuvent pas non plus, ils n'ont pas forcément les moyens d'investir beaucoup. Mais pour avoir vécu ça, puisque l'année dernière, j'avais pris des alternants que j'ai payés au minimum syndical, puisqu'il y a un minimum syndical, et heureusement, quelque part, mais où on a donné des primes en cours d'année, je n'étais pas obligée. Et celui que j'ai gardé, il a bien négocié son salaire. Et vous faites des formations, comment demander une augmentation, comment demander une prime ou pas? Parce que oui, c'est pas si facile. C'est de la négociation, hein, bien sûr. Oui, mais enfin, c'est pas naturel quand même, hein, c'est pas évident du tout. C'est pas dans la culture. En France, on a du mal à parler de salaire et de. Les gens, c'est comme quand vous faites un CV, les gens ont du mal à se valoriser et à expliquer ce qu'ils savent faire. Ça, vous pouvez retenir ça. Si vous ne demandez pas une augmentation, vous l'aurez jamais. Mais clairement. Mais par contre, quand on demande une augmentation ou quand on veut valoriser son emploi, il faut arriver avec des faits. Et les faits, c'est... Alors, par exemple, vous occupez du pôle communication au niveau de l'office de tourisme. J'ai fait tant de postes, j'ai eu tant de contacts, on a une visibilité qui a été multipliée par 4. Ça, c'est des preuves, donc ça vaut tant. Vous devriez prendre une agence de com, ça vous coûterait tant par mois. Donc moi, je veux... C'est ça, c'est vraiment... Vous êtes jeune aussi, donc avec plein de qualités et plein de savoir-faire. Enfin, plein de savoir plutôt. Mais après, il faut prouver que vous savez faire. Et alors, on va te faire réagir, on va redonner un petit coup la parole. Et c'est vrai que c'est quand même plus facile quand on est sur des fonctions commerciales où on ramène de l'argent dans l'entreprise. Donc... Pardon.
Sur de la communication, ça marche aussi. Sur le nombre de retours de satisfaction visiteurs, ça, on peut le comptabiliser. Enfin, il y a toujours des moyens, pas de contrôle, mais de vérifier. Xavier, après on repart chez les étudiants, il faut qu'ils s'expriment. Juste rapidement, je voulais juste réagir. Bon, déjà, dire que moi, à mon époque, quand j'ai commencé pour avoir de l'expérience, j'ai accepté le fait, et je le dis, d'avoir travaillé gratuitement dans le milieu de l'hôtellerie pour acquérir une expérience que j'ai pu monnayer ensuite, parce que je pense qu'il faut donner pour recevoir. Ensuite, lors du recrutement, et là je parle d'un point de vue recruteur, c'est que rien n'empêche au moment du recrutement de dire, ben voilà, maintenant on part sur une rémunération de temps qui est un peu plus ou moins à ce que vous dites et qui est, hélas, ce qui est pratiqué aujourd'hui en France, mais avec une évolution en N+1, N+2, et qui peut être consignée dans le contrat de travail. Donc ça rassure les deux parties, parce que le recruteur aussi, il va être rassuré par rapport à la personne qui va recruter. Oui, donc c'est un équilibre entre les deux. Ça, c'est un excellent conseil. Donc, si vous ne pouvez pas obtenir une augmentation de salaire tout de suite, fixez une échéance en disant on va en reparler à ce moment-là. Et ça permet déjà de cadrer un peu les choses. Alors, on donne la parole à un étudiant et on revient sur vous, le monsieur en t-shirt blanc au milieu. Pardon ? Oui, j'avais pas vu. Excusez-moi, j'ai la lumière en plein dans les... Donc, un étudiant là-bas, un étudiant au milieu. Là, il n'y en a plus là-bas? Si, allez-y. Levez-vous, quand on vous voit comme ça, vous vous présentez et vous vous exprimez. Donc bonjour à tous, Julien de chez Case Tourisme. Effectivement, donc moi j'entends tout ce que vous pouvez dire et on vous remercie d'être présent pour justement avoir cette table ronde et échanger avec vous. Mais malheureusement, moi je le vois, donc je suis dans un cursus hôtelier pur. J'ai travaillé donc pendant 1 an et demi dans un hôtel qui a abusé entre guillemets de la gentillesse d'un apprenti, à faire travailler quelqu'un 40 heures par semaine et lui proposer seulement, on va dire, 700 €. On est d'accord que nous, en tant qu'apprentis, on a de la chance parce qu'on est à la fois payé et formé. Donc ça, on sait déjà que c'est un avantage. Mais c'est vrai que quand on arrive, moi, pour ma recherche d'alternance pour mon master, effectivement, j'ai pris pas mal de portes fermées, notamment parce qu'ils disent qu'on n'a pas assez d'expérience. Or, si vous ne nous donnez pas la chance de travailler, on n'aura jamais l'expérience nécessaire. Et en plus, moi, je le vois à l'heure actuelle, le service de l'hôtellerie et de la restauration a connu un grand creux sur la période Covid. C'est très bien, mais ce n'est pas pour autant qu'il y a eu vraiment une remise en question de ce secteur-là, et du tourisme aussi, dans le sens où on est toujours cloisonné dans des cases, dans le sens où on va nous dire qu'on n'a pas assez d'expérience. Il faut qu'on accepte. Ok. Alors, dites ce que vous avez envie de faire, vous, votre projet professionnel, vos envies, votre passion professionnelle. Alors moi, à l'heure actuelle, en fait, je suis dans un parcours donc comme Laurie, donc en master tourisme, et j'ai pour ambition soit d'ouvrir mon propre établissement hôtelier dans les prochaines années. Bravo, ça on applaudit parce que ça c'est bien. Hein. On va faire un petit sondage après pour savoir combien ont envie de créer leur boîte. Allez, continuez. Donc là, c'est pareil, on ne donne pas forcément les moyens, mais c'est pas grave, c'est à nous de nous en sortir. Et après, donc moi, sinon, j'ai un deuxième projet qui me tient à cœur. Ça serait de devenir enseignant. Enseignant pour pouvoir pallier, en fait, justement, des fois, à ce manque d'informations qu'il peut y avoir sur les entreprises ou autres, pour pouvoir pallier à tout ça et apporter vraiment un nouveau plus avec un regard 10 fois plus jeune sur l'enseignement qui est des fois un peu vieillissant. Oh putain. Ok, sympa. Non, mais j'ai rien du tout contre ça parce que nous, je le vois par exemple chez Case Academy. Ça va, Pierre, tu veux répondre? on a des professeurs qui sont très intéressants, on a beaucoup d'intervenants avec une vraie expérience professionnelle et je trouve que ça déjà c'est une vraie plus-value pour un établissement. Ok, Claire, vous vouliez réagir et après on passe à vous, hein. Pas de souci. Ouais, non, c'est vrai que je vais être un peu cash là-dessus, mais je suis assez d'accord sur le fait que je pense qu'on vous apporte effectivement un socle de compétences. Je suis très contente d'entendre le fait qu'on vous apprend aussi à prendre beaucoup de recul sur les situations. Moi, je vais être un peu cash parce que c'est vrai, quand j'ai des recrutements, j'entends effectivement tout ça. Alors déjà, si vous vouliez être vraiment bien payé, il ne fallait pas choisir le tourisme. C'est un peu provocateur, mais n'empêche que. Mais je pense qu'on accepte effectivement le fait que ces métiers ne soient pas toujours reconnus à leur juste valeur parce que ce sont des métiers passion.
est beaucoup trop méconnu finalement, parce que ce sont des métiers qui laissent place à la créativité, on travaille dans l'intérêt général, on a une certaine liberté en termes de projection qui n'existe pas dans d'autres entreprises, donc il y a plein d'avantages, il y a une plus-value énorme, sauf que ça, on vous communique pas toutes ces informations à la base pour pouvoir justement vous positionner en disant « Ok, je suis prête à gagner effectivement un peu moins, j'aspire, mais par contre, donner de la valeur à tout ce que je vais pouvoir faire, faites-moi travailler sur un projet qui va me faire rêver. » Et là, effectivement, je m'y retrouve. Mais je trouve que c'est trop restrictif de se dire j'ai bac plus temps et du coup je vaux tant. Aujourd'hui, c'est déjà plus vrai depuis des années parce que déjà moi à l'époque, c'est ce que disait Xavier, moi j'ai commencé à l'accueil d'un office de tourisme et je pense qu'on a tous commencé par là et que l'histoire, elle n'est pas nouvelle en fait, c'est quelque chose qui perdure et je pense que c'est la vraie vie et qu'elle est plutôt bien faite comme ça parce qu'il faut passer effectivement par la connaissance terrain, la base du métier, pour pouvoir évoluer plus ou moins vite en fonction des aspirations qu'on peut avoir. Mais en tout cas, voilà, moi je vous rejoins sur le fait qu'aujourd'hui, dans les formations, il devrait y avoir effectivement plus d'interventions de pros pour vous parler d'un métier de cœur en fait et vous donner envie d'y aller pour d'autres raisons que le volet financier finalement. Merci beaucoup. Voilà, les applaudissements spontanés. Je ne sais pas si c'est les jeunes. Donc, on va passer la parole à un étudiant et ensuite un professeur vieillissant, donc si j'ai bien compris. Après, c'est toi, Pierre. Un étudiant rajeuni. Un jeune étudiant et un professeur vieillissant. Et ensuite... Ouais. Non, on y va. Allez-y. Après, on repart. À Béziers en master. Je partage avec ce que vous dites, c'est vrai, mais après, il faut tout modérer. Tout n'est pas aussi simple. Donc, après une formation d'ingénieur, j'ai commencé à bosser il y a 25 ans, effectivement. Et avant de trouver un boulot sérieux, effectivement, j'étais chauffeur-livreur, qui m'ont ouvert des postes pour être après à bosser en logistique et directeur logistique plus tard. Ce que vous dites, c'est bien. Le salaire à l'époque, moi, premier salaire chauffeur, c'était 6 000 francs, 1 000 euros. Et après, j'ai trouvé un bon boulot dans une grosse boîte, dans la grande distribution. Forcément, c'était des grandes boîtes, à 1 500 euros. Voilà, à 10 000 francs. C'était 10 000 francs tout rond, ma première paye. La baguette de pain était à 1 franc. Je me rappelle très très bien. Et aujourd'hui, elle est à 1,10 € et elle va passer à 1,20 € ou 1,30 €. Donc, c'est pas... Donc le salaire, effectivement, ils sont bas. Et mes enfants qui trouvent du boulot, c'est pareil, diplôme d'ingénieur ou master. Et ils rentrent à 1 500 €. Donc il faut quand même peut-être accepter effectivement le premier boulot. Moi, je l'ai fait. J'ai fait un boulot de chauffeur-livreur pour ne pas rester à rien foutre. Sauf que ça m'a ouvert plein d'autres opportunités derrière. Et mon diplôme d'ingénieur plus cette expérience a ouvert ça. Mais j'ai eu la chance, je pense, que quand j'étais jeune, je savais ce que je voulais faire plus tard. Et plus tard, j'avais toujours dit, je voudrais, même si je ne voyageais pas du tout quand j'étais enfant, un jour ça m'a pris et j'ai dit je veux bosser à l'étranger. Et j'ai fait toute ma carrière jusqu'à maintenant à l'étranger. Le master tourisme, c'est pour pouvoir effectivement aussi être à mon compte, je voulais ouvrir un gîte. Et je remercie les profs qui sont vieillissants, mais on apprend beaucoup des profs qui sont vieillissants parce qu'ils ont de l'expérience. Je remercie aussi tous les intervenants parce qu'il y avait des jeunes qui nous apprenaient ce qu'il y avait là. Et puis je remercie aussi tous les jeunes qui sont à l'école parce qu'ils m'ont aidé à bosser pour en fait pas faire gîte. J'ai compris après la première année, il ne faut pas faire de gîte. Donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire, dites-nous? Mais location saisonnière, ce sera fiscalement plus intéressant. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est comme ça, c'est pas moi. Hein. L'argent est un peu... ouais, ok. Voilà, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est le gouvernement qui a décidé que c'est plus intéressant de faire location saisonnière. Et là, votre projet, il est déjà avancé? Vous savez où vous allez le faire ou Ah oui, à quelle échéance? Les travaux sont finis. Là, maintenant, bientôt, on va démarrer. Là. Il va falloir démarrer. Ok, formidable. Je vais déjà commencer par faire le ménage moi-même, parce qu'il faut apprendre le métier, et je ne le connais pas. Donc on va tout faire soi-même, le ménage, etc. Et voilà, puis on va tout apprendre. Je voudrais quand même, il y avait un point où je voulais absolument réagir dès le début. C'est quand vous avez dit que vous recrutez des compétences. Et donc moi aussi, quand j'étais directeur, je cherchais des gens. Jusqu'à un jour, je tombe sur une directrice des ressources humaines qui m'a appris plein de choses. En 1 heure, j'ai appris plein de choses. Déjà, on ne recrute pas des gens sur des compétences, on recrute des gens sur des talents. Mais pour ça, il faut savoir ce qu'on va faire après. Et la RH me disait, ok, tu veux mettre les gens à ce poste-là, etc. Ça, ok, c'est ton organisation, c'est maintenant. La question, c'est, avec ça, il va faire quoi après?
Et je me suis reprojeté quand j'étais jeune, j'ai toujours dit, je veux bosser à l'étranger, donc je vais être directeur logistique à l'étranger, un premier poste transport, après directeur entrepôt. Et tous les postes que j'ai appris, c'était dans l'objectif de ce que je voulais faire après. Voilà. Et donc, effectivement, dans les petites structures, c'est très compliqué. J'ai eu la chance de faire un stage à l'Office du tourisme à Béziers pendant 3 mois. Et effectivement, avec des jeunes qui arrivent, des jeunes en alternance, et des jeunes qu'ils ont recrutés aussi, parce qu'ils ont recruté pas mal de monde, et puis des anciens, et qui sont aussi dans les accueils. Et là, c'est pareil, en fait, les gens, ils sont dans l'accueil parce qu'ils ont du talent, parce que ce sont des artistes, ils sont en première ligne, ils sont devant le public, quoi. Et les gens sont, franchement, leurs talents sont des artistes. À chaque client, ils font un show. Et voilà, donc si vous ne recrutez pas pour les compétences, vous recrutez pour les talents et vous avez une vision de ce que vous voulez faire plus tard, ben effectivement, vous allez attirer les gens et vous allez leur donner une vision, ils vont se projeter. Donc vous, et après, ils ont le talent ou ils n'ont pas le talent. Moi, je ne suis pas chanteur. Donc vous étiez, vous, à l'accueil de l'Office du tourisme de Béziers, alors? Non, non, parce que moi, j'ai un métier organisation. Donc j'ai travaillé sur un peu, j'ai participé à j'ai travaillé pendant mon stage sur l'organisation des boutiques. D'accord. Vous avez de la chance que j'allais vous demander de pitcher la ville de Béziers devant tout le monde, là, donc vous en sortez bien. Merci beaucoup, on l'applaudit. Pierre Torrente, et ensuite la jeune fille là-bas, et après monsieur avec une chemise bleue, Dominique, en haut à gauche là. Ah bon, d'accord. Ouais, non, mais c'est moi qui dirige. Alors, attends, juste un petit point logique. C'est des jeunes ensuite ou c'est des... Parce que, voilà, Pierre, ok. Alors on fait... Non, mais c'est bien de savoir avant. On fait Pierre, un jeune là-bas, et le monsieur avec la chemise bleue là-bas. Allez-y. Non, 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 non. Madame, Pierre, et ensuite... Non, pardon, c'est moi, excusez-moi. Pierre Torrente, mademoiselle avec la chemise, avec la veste bleue, un étudiant là-bas, et monsieur avec la chemise bleue là-bas. Allez, c'est parti. Bien, donc en tant que jeune enseignant, comme tu l'as si bien dit... Présente-toi quand même, présente-toi. Vas-y, lève-toi qu'on te voit bien. Voilà. Donc Pierre Torrente de l'Université de Toulouse, Jean Jaurès. Je pense qu'il faut que l'on regarde aussi, et par rapport aux questions qui sont posées à la table, alors tous on a envie de regarder ce qu'on a fait dans sa propre expérience, mais comme tu l'as si bien dit, on n'a pas l'âge des étudiants. Et le monde a changé, tout bêtement. À l'époque où nous, on a travaillé, enfin, je ne sais pas qui autour, là, a fait des études de tourisme, mais le master tourisme, etc., ça n'existait pas. Hein. On était à peine au BTS. Voilà. Il y avait le brevet au niveau de la 3e, billetiste. Voilà. C'était la première formation. Pourquoi? Parce qu'on est parti de la logique que l'activité touristique, c'était hyper simple. Voilà, en gros, tu mets un panneau et tu accueilles bien les gens, les touristes vont venir et c'est bon et ça générera du développement. Donc on était dans cette relation-là et donc on a recruté des gens. Et là, notre technique, j'ai fait la même chose, hein. J'ai commencé, j'allais dire, gratos. Voilà, puis après, petit à petit, mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, j'allais dire, premier élément, quand je regarde, je ne vais pas raconter ma vie, mais je forme les chefs de projet dans le cadre du plan Avenir Montagne. On fait le tour de table des chefs de projet. Quelle formation? Transition du tourisme. Ici, il n'y a quasiment que des étudiants qui sont formés à ça. Mais quand on regarde, alors ils ont recruté un territoire, recruté un paysagiste, l'autre a recruté, enfin, etc. C'est-à-dire que si on regarde aussi dans les emplois, et tant mieux, parce que des fois, décaler, c'est bien, mais les formations de tourisme aujourd'hui ne sont pas suffisamment reconnues par le monde professionnel. Et la responsabilité, elle est double. Nous, les établissements, et nous, on est les premiers, on n'est pas très bons en com, nous, par contre. Voilà, on n'est pas très bons en com. Et vous, les professionnels, par moment, vous recrutez, j'allais dire au feeling, mais faites confiance aux compétences et faites confiance à la formation qu'ont reçue les étudiants. Et j'allais dire, mais quand on a un master tourisme, on recrute un master tourisme. Quand on a un BTS, voilà. Et n'allez pas me chercher, je ne sais pas quoi, là, qui arrive, qui vous dit, moi, je vais vous vendre, je vais vous accueillir. Je ne parle pas à vous, hein, je parle d'une manière générale, mais regardez qui sont dans les emplois tourisme. Souvent, quand ils arrivent pour chercher un stage, ils se sont fait, j'allais dire, lourder par quelqu'un qui n'a pas un mot de tourisme dans sa formation. Donc, j'allais dire, faites-le, respectez cette règle. Et interrogeons-nous, il faut que vous nous interrogiez. Si vous dites vos étudiants ils sont mal formés, ben dites-nous ce que l'on doit faire. Voilà. Deuxième élément, vous nous dites il faut que les pros rentrent dans la formation, pas rentrer dans le technique. Mais quand on a un diplôme qui est habilité par le ministère, on a un pourcentage de pros. Et après, je vais parler sous couvert de...
Jacène Bessière, qui est responsable de formation, passe son temps à amener des professionnels, tantôt dans le cours de Pierre-Paul ou Jacques, etc., tantôt en conférence. On a les ateliers pédagogiques, on a les stages. Il me semble qu'on a convergence. Enfin, on a des rendez-vous comme ça qui font que les professionnels viennent. Voilà. Donc ça, c'est dans les formations. Donc je crois que on peut améliorer, mais c'est pas si mauvais que ça parce que vous jouez le jeu et je crois qu'on joue le jeu. Ensuite, dernier point, je ne sais pas trop long. Il faut pas, le tourisme, ça ne se résume pas du commerce et de la communication et de l'accueil. Hein. Il y a des métiers dans les territoires, il y a des métiers variés. On a fait une étude l'an dernier sur ça au niveau national. La myriade de métiers est assez complexe. Et effectivement, il y a plusieurs approches. Soit on peut aller négocier, j'y crois de moins en moins. Hein. J'y crois de moins en moins parce que les structures touristiques sont des structures souvent très fragiles. Pourquoi? Parce qu'on a initié une forme de tourisme où on a misé sur la quantité plus que sur la qualité. Et il faut générer de la quantité et on a des structures souvent assez fragiles, pas toutes, hein, pas toutes. Donc, après on a, j'allais dire, un État français, le ministère du Tourisme, il est où? Il est où pour structurer le tourisme en France? Voilà. Donc, il faut pouvoir affirmer les métiers, il faut pouvoir affirmer l'activité et redonner un peu du sens à tout ça. Voilà. Est-ce que, honnêtement, vos étudiants, vous leur faites pas un peu le miroir Rosalouette sur les salaires qui valent leur niveau de diplôme? Non. Vous êtes sûr de ça? Non. Enfin, ils sont là dans la salle, ils peuvent témoigner. Oui, ils disent un peu l'inverse. Ça m'étonnerait qu'on leur ait dit un jour, je parle des nôtres, ils sont là, ça m'étonnerait qu'ils peuvent dire le contraire, on n'a pas préparé, mais on ne leur fait pas miroiter le salaire. Attendez, on n'entend pas. Par contre, ce qu'on essaye de travailler et avec les professionnels, c'est qu'aujourd'hui, nos étudiants, ils viennent chercher évidemment des compétences, j'espère qu'on leur donne. Ils viennent chercher aussi des perspectives d'emploi, des relations avec les professionnels, j'espère qu'on le fait, comme tout le monde. Hein. Et derrière, ils viennent chercher aussi un cadre de vie pour affirmer une vie personnelle, enfin, etc. Et derrière, la question du salaire, ça m'étonnerait qu'on vende les salaires mirobolants dans le tourisme, parce qu'on connaît le secteur. Voilà. Ok. Voilà. Merci Pierre. Pour un professeur vieillissant, tu as encore beaucoup d'énergie quand même. Hein. Mademoiselle, allez-y. Alors, je m'appelle Seyenou, je suis en M2 avec tous mes collègues là à Béziers sur le Master Tourisme et Développement durable des territoires. Je viens de Madagascar. Là, je me rends compte qu'on fait face aussi à des problèmes similaires par rapport aux considérations des métiers du tourisme. Moi, j'ai démarré en tant que réceptionniste dans le secteur. J'ai une dizaine d'années d'expérience. Et là, on nous dit souvent, il faut vous former, vous former, vous former, vous former. Mais à un moment donné, on se retrouve avec une formation et on ne reçoit pas tellement on va dire, un retour de toutes les formations qu'on a reçues. Et la preuve, moi je suis encore là en train de me former après des années. Et moi je voudrais en fait qu'on ait dans ce monde, en France ou ailleurs, une structure qui valorise un peu plus, on va dire, toutes les expériences. Parce que la passion ne suffit pas, justement. On m'a inculqué très tôt qu'il faut de la passion, qu'avec ce métier, si tu rentres dans le tourisme, si tu n'as pas la passion, ça va pas aller loin. Du coup, je me suis attachée à la passion, aussi au volet financier, mais ça ne suffit pas. On est là en train de réfléchir aux métiers de demain, de comment on pourrait, on va dire, revaloriser tous les métiers de demain. Et les générations X, Y et aussi Z, nous, on a la mission de voir dans quelques années comment on va avoir tous ces métiers qui incluent justement tous ces volets-là et donc, ne pas tendance à normaliser, on va dire, le fait que, oui, si tu veux avoir des bonnes conditions, pas juste financier, il faut négocier. Ça doit être quelque chose qui est assez évident dans la structure. Dites-nous ce que vous avez envie de faire, vous, dans les années qui viennent, votre projet et tout. D'accord. Moi, j'ai envie d'avoir mon entreprise, mais quelque chose qui va enfin valoriser tous ces aspects-là, ne pas dire à mes collaborateurs, tiens, voilà, c'est la législation, on va juste faire avec, mais quelque chose qui est assez valorisant pour à la fois compétence, passion et le tout dans un package.
Merci beaucoup. J'en profite pour faire un petit vote là. Levez la main tous ceux qui ont envie de créer leur propre entreprise. Ah, il y en a un peu quand même. Ah, il y a une entreprise marrante là-bas à droite. Alors, Dominique, la parole c'est à qui là? Allez-y, levez-vous, exprimez-vous. Bonjour, donc moi c'est Manon et Louis, je suis à l'école Case. Et en fait, la question, c'est une question que j'ai envie de poser vu qu'on parle de la formation. Et c'est une question que je me pose aujourd'hui. C'est est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui d'aller jusqu'au master? Moi je le fais parce que je suis un peu une trouillarde. Et du coup, bon voilà, pour sécuriser un peu mon bagage. Mais je me dis, est-ce que j'aurais pas mieux fait de faire un BTS tourisme en alternance et après de travailler? Et au final aujourd'hui j'y serais au même point. Voilà. Alors, allez-y, il faudrait un micro pour ici. Alors. Faire un 2 secondes. Moi, je trouve que tant que vous pouvez faire des études et pas faire forcément du bac plus 7, bac plus 8, bac plus 9, là, vous êtes dans un cycle, vous avez eu votre bachelor, vous avez votre master, il faut le faire. Pourquoi? Parce que demain, vous ne savez pas ce dont vous aurez besoin. Et nous, on travaille quand même au niveau de la formation professionnelle avec des salariés, des chefs d'entreprise. Et c'est très compliqué plus tard de pouvoir se remettre dans les études. Alors nous, on fait des formations courtes, 2, 3 jours, 5 jours, il n'y a pas de souci. Mais tout ce que vous pouvez prendre maintenant à vos âges, ça c'est mon avis personnel, il faut le faire. Et ça sera des bagages qui vous serviront plus tard, même si demain vous faites fermière, vous aurez un master, vous aurez une façon de penser. Je rebondis sur ce qui a été dit par madame tout à l'heure. C'est vraiment, les études, ça sert à ça sert à apprendre des choses, mais ça sert surtout à savoir que ça existe et à aller chercher après l'information quand on en a besoin. Et pour moi, si vous pouvez le faire, faites-le. Et c'est maintenant. Merci beaucoup. On va prendre une dernière intervention de monsieur. Là, vous allez vous présenter. Parce qu'on doit donner la parole à 2 jeunes qui sont ici, qui vont nous présenter leurs travaux. Allez, levez-vous et dites-nous qui vous êtes. Et allez-y. C'est mon question que je voudrais connaître les perceptions de... Alors dites-nous ce que vous faites, parce que voilà, tout le monde ne vous connaît pas forcément. Voilà, vous êtes étudiant, vous êtes... Je suis Marco Tosic, je suis professeur de sciences en Colombie. Oui? Ok, d'accord. Ma question, je voudrais connaître les perceptions des invités estimés de Colombie, de Costa Rica et de Thaïlande. Señor Esteban, ¿tienes algunas percepciones de las conexiones entre la formación y el trabajo? Alors, ok, j'ai pas tout compris. Donc on va, mine de rien, vous me faites ma transition. Donc on va donner la parole à nos 2 invités. On va peut-être démarrer par Pongsa, du coup. On est prêt au niveau espagnol traduction? Comment ça fonctionne là? J'ai pas tout suivi. Là. Je crois qu'il faut appuyer sur le bouton. C'est bon, il marche? Bonjour, je suis désolé, je ne parle pas français, mais pour hablar español. He estado poniendo atención a... Attendez, Emmanuel, comment on fait pour la traduction là? Ella es la traductora. Ah d'accord, c'est vous qui traduisez, ok. D'accord. Ok. He estado poniendo atención a la conversación, a las conversaciones, y voy a dar mi punto de vista, no tanto desde un administrador de empresas o no tanto desde una persona que se dedica a la cuestión del management, sino de alguien que trata de pensar en el turismo. Y creo que aquí la pregunta... Ouais, il faut traduire au fur et à mesure, sinon là, vous allez perdre tout le monde. Donc, il dit qu'il a écouté attentivement tous les témoignages de tout le monde. Et donc, il va vous donner son avis, son point de vue, pas uniquement du côté managériel, donc du management, mais aussi de l'aspect tourisme. Du aspect en termes étymologiques. Y creo que primero tenemos que hacernos la pregunta de cómo dimensionamos el turismo y cómo estamos pensando el turismo, porque
si bien es cierto, la perspectiva dominante es la perspectiva económica y aquí evidentemente estamos hablando de empleo, que es algo que todo el mundo necesita, también existen otras formas de pensar el turismo. Parce que si bien que c'est très important de voir le tourisme dans son aspect ou du côté économique qui est très important pour la génération d'emplois, il faut également se poser des questions sur Pensar el turismo. penser le tourisme en lui-même. Y eso quiere decir que tenemos que trascender, digamos, esta mentalidad de enfocarnos en una cuestión sincrónica y pensar en una cuestión diacrónica y en una perspectiva crítica. No hablando de que si las cosas están bien o mal, sino más bien crítica en el aspecto analítico. Il faut dépasser, aller au-delà, pas uniquement penser critiquer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, mais aussi le voir du côté un peu plus analytique. Y eso, bueno, evidentemente yo no puedo hablar del contexto francés porque no lo conozco bien, pero sí puedo traerles algunas consideraciones acerca de lo que pasa, por ejemplo, en América Latina, en el cual, digamos que los enfoques dominantes del turismo tienen que ver como tres cosas. Una fuente de divisas para los países. Il ne peut pas parler de l'aspect français, parce qu'il ne connaît pas, mais il peut quand même essayer de transposer ou donner quelques conseils ou quelques constats de comment ça se passe en Amérique latine. Donc, premièrement. Sí, primero, el turismo se ha visto, sobre todo en los últimos 30, 40 años, como una fuente de divisas, también como una forma en la cual, digamos, los capitales pueden circular y evidentemente, que es lo que estamos hablando hoy, como una fuente de empleo, ¿no? Donc, premièrement, donc ça se voit, le tourisme, c'est une source économique très importante, donc ça fait également circuler le capital étranger et c'est une source riche de génération d'emplois. Y esto precisamente hace que exista una perspectiva que sea la dominante, que yo llamaría la hegemónica, que es la que enfoca el turismo y la educación turística en el management y en el servicio, o lo que yo llamaría la hospitalidad comercial, enfocarse en el planeamiento, en la administración, o también en el caso de los guías turísticos y trabajadores más técnicos en cuestiones de servicio de hotelería e interpretación. Donc il y a les deux volets qu'il faut tenir compte. Donc il y a l'aspect managérial qui est très important, évidemment, mais il y a aussi le côté beaucoup plus humain et les côtés techniques, donc notamment les gens qui sont à l'accueil, voilà, qui sont vraiment en ligne, en contact direct avec le touriste. Evidentemente, ese es un enfoque necesario porque nadie puede negar la naturaleza, digamos, económica del turismo, en el sentido de que, bueno, lo vimos en la pandemia, es una actividad que tiene un enorme impacto económico y también está encadenada irremediablemente a otras situaciones que también pueden ser medidas y mesuradas desde el punto de vista económico, como la pandemia, las guerras, las crisis, pero digamos que solo enfocarse en estos aspectos tiene problemas que también repercuten en las aspiraciones y en el condicionamiento de la educación turística de los estudiantes y de incluso del currículum de las universidades, incluso a nivel de posgrado. Donc la problématique de voir ou d'aborder le tourisme uniquement du côté économique, donc c'est on l'a bien tous vécu, donc suite à la crise Covid, donc ça nous a bien rappelé qu'on ne peut pas uniquement dépendre de l'économie, de l'aspect économique, et donc ça impacte également de la manière de comment
les motivations des gens qui veulent justement partir chercher ou travailler dans les secteurs touristiques et la manière de comment on enseigne le tourisme. Y precisamente esto tiene, desde mi punto de vista, ciertos problemas que los impacta a ustedes como personas que se están formando en turismo. Uno es que se pasa por alto la naturaleza sistémica del turismo, es decir, el turismo no es solamente, o estudiar turismo no es solamente una cuestión que tenga que ver con el management o con el servicio o con saber Excel o digamos algunas cosas que sí es cierto, son necesarias, pero no te van a permitir entender cómo funciona el turismo. El turismo es una cuestión sistémica, es un sistema y como tal tiene un montón de partes integradas e interactuando unas con otras, muchas de ellas de forma insospechada. Y la otra es que se da por alto las ideas dominantes o hegemónicas acerca del turismo y acerca de la educación turística. Y para terminar y no dejar atrás a mí. La primera es que ignora la naturaleza sistémica del turismo. Bon, la première problématique, c'est que de se focaliser uniquement sur la partie économique, c'est qu'on ignore la partie systématique de système, systémique de tourisme. Ajá. Y otro es que, digamos, hace que ciertas visiones hegemónicas o dominantes sobre el turismo se impongan en los currículums universitarios. Es decir, se condiciona en muchos casos la educación turística a cuestiones que son ínfimas partes del sistema turístico, como por ejemplo la hotelería, el management, y eso no te va a permitir entender de una forma más amplia cómo funciona el turismo y evidentemente va también a condicionar los trabajos a los que puedan aspirar los estudiantes una vez que se egresen de la universidad. Ok, donc je comprends l'idée, je ne veux pas le dire exactement comme il a dit, mais bon, l'idée c'est que donc, il faut toujours réfléchir vraiment le tourisme dans son ensemble, parce que ça fait partie d'un système, et donc la manière de comment l'éducation ou les formations orientées vers le tourisme se focalisent uniquement sur certains aspects, donc que ce soit le management, sur la partie hôtellerie, donc, et laisse de côté des autres aspects qui sont quand même très importants pour comprendre le tourisme dans son ensemble, comme une partie d'un système. Ahora, luego podemos hablar un poco de algunas ideas o sugerencias. Vamos a darle la palabra al compañero, pero... Voilà, on va demander, merci beaucoup. Tout à l'heure, il donnera quelques pistes de réflexion ou des suggestions, mais bon, on va laisser parler les autres. Merci beaucoup. Oui, il nous reste très peu de temps, donc on va donner la parole à Pongsa. On cherche sa présentation, mais peut-être qu'on l'a plus, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Pas d'inquiétude. C'est pas grave, mais j'ai besoin d'un interprète aussi. Voici, bah voilà, elle est là. Vous voyez, il suffisait d'appuyer sur le bouton. Donc racontez-nous un petit peu comment ça se passe en Thaïlande. Ça, c'est un bon cas d'école. À la fois pour les travailleurs thaïlandais suite dans le secteur du tourisme suite à la crise Covid, et également le cas des travailleurs migrants en Thaïlande dans les secteurs du tourisme. Tout d'abord, je vous explique comment le tourisme est important pour la Thaïlande et aussi comment la crise sanitaire de la Covid-19 impacte le marché du travail touristique. Donc, selon l'Organisation mondiale du travail, en Thaïlande, parmi les 38 millions d'actifs, il y a 4,5 millions de personnes qui travaillent directement et indirectement dans le tourisme. Donc, le travail touristique représente sur 11. Donc, l'arrêt total du tourisme international a impacté plusieurs millions de personnes. Pendant l'absence totale de tourisme, la main-d'œuvre thaïlandaise, qui veut dire les Thaïlandais et les migrants aussi, ont opéré une mobilité professionnelle, mais aussi géographique. Donc la plupart, pendant le premier confinement en mars 2020, il y a 2 millions de travailleurs
qui ont opéré une mobilité géographique. C'est une mobilité de la zone urbaine vers la zone rurale. En fait, ils sont rentrés chez eux à la campagne. Donc, 42% des 2 millions de travailleurs sont les travailleurs touristiques peu qualifiés et avec revenus faibles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les grandes villes comme Phuket et Chiang Mai, les employeurs ont du mal à recruter, surtout pour les métiers essentiels comme femme de chambre, agent d'entretien, gardien de jour et de nuit. Pourquoi? Parce que les travailleurs qui ont opéré une mobilité professionnelle et géographique, ils ne sont pas ou ils ne sont plus prêts de revenir dans l'industrie touristique. Pourquoi? Parce que donc, la perception de leur métier a changé. Avant la Covid-19, les travailleurs touristiques en Thaïlande pensaient que leur métier, c'est un métier sûr. Ils gagnent bien leur vie, ils vont continuer à bien gagner. Et puis, c'est un travail qui est très rémunérateur. C'est-à-dire, normalement, en général... La rémunération, expliquez-nous un peu les différentes strates de rémunération. D'accord. Chez nous, on dit que les métiers touristiques, c'est un travail à triple salaire. Nous avons un salaire fixe pour les salariés et nous avons aussi une rémunération à la tâche, comme par exemple les guides touristiques qui sont payés à la journée. Et puis, on a les commissions et on a aussi les pourboires. La commission et les pourboires qui sont souvent plus importants que notre salaire. Donc, normalement, les guides touristiques, surtout, et pas mal de métiers touristiques ont une belle vie. Et du coup, pendant la crise, s'il n'y avait plus de touristes, donc il n'y avait plus de pourboire, on l'imagine, il n'y avait plus de commission, mais est-ce qu'il y avait encore le fixe qui était maintenu ou pas? Non, pas du tout. Non plus. Donc, pendant la crise sanitaire, souvent, les employeurs ont mis en place les congés non rémunérés. D'accord, les congés non rémunérés. Voilà. Oui. Ils n'ont que quelques heures par jour ou par semaine pour travailler, donc à part le salaire fixe qui ne permet pas de vivre décemment, pas de pourboire, pas de commission non plus. Ok. Donc aujourd'hui, si le tourisme venait à reprendre en Thaïlande, si les touristes internationaux notamment reviennent, il n'y a pas la manœuvre disponible pour faire tourner les hôtels, les circuits, les excursions, les restaurants. C'est le problème d'aujourd'hui parce que les travailleurs touristiques qui sont en mobilité donc, ne souhaitent plus travailler à temps plein dans l'industrie touristique parce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc ils préfèrent surtout les métiers essentiels, ils préfèrent travailler en tant que freelance. C'est-à-dire ils travaillent avec plusieurs employeurs pour pouvoir diversifier leurs sources de revenus. Donc, voilà. Et donc, les employeurs ont du mal à recruter aujourd'hui ou c'est plutôt eux encore qui ont le pouvoir et qui peuvent décider on frappe à leur porte ou c'est plutôt ça s'est inversé un peu comme en France? C'est à peu près le même problématique qu'ici. Donc, la main-d'œuvre, elle est là. Et surtout les nouveaux diplômés. Mais les employeurs ne favorisent pas les nouveaux diplômés. Est-ce que l'État les aide? Est-ce que l'État les aide à embaucher ou pas? L'État a mis en place le système d'aide à l'embauche pour recruter les nouveaux diplômés c'est un contrat d'1 an. Donc l'État participe 50% du salaire SMIC. Mais malgré tout, les employeurs préfèrent recruter les ex-salariés qui possèdent déjà une forte expérience professionnelle. Parce que pour former une personne... L'aide de l'État, elle est que sur les jeunes diplômés, hein, elle n'est pas sur tous les... Uniquement pour les jeunes diplômés, parce que pour former un nouveau salarié, ça prend du temps. On a une idée du nombre à peu près de jeunes diplômés en formation touriste qui arrivent sur le marché du travail? Des milliers. Des milliers. Les Thaïlandais sont très diplômés, tout le monde va à l'université. Il y a des prêts étudiants, voilà. Okay. Donc pour résoudre les problèmes du chômage des nouveaux salariés, l'État thaïlandais
à négocier des contrats bilatéraux avec plusieurs pays comme l'Arabie Saoudite, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, voilà, pour envoyer notre main-d'œuvre touristique dans le domaine de l'hôtellerie, restauration et le bien-être comme le spa et le massage. Donc il y a des Thaïlandais qui aujourd'hui, ne pouvant pas travailler en Thaïlande, qui partent dans ces pays-là. Voilà, il y a des accords spécifiques le projet vient d'être lancé il n'y a pas longtemps, donc je n'ai pas encore de la statistique du chiffre des salariés, des travailleurs qui sont partis. D'accord. Parlez-nous aussi du cas très particulier des migrants. C'est une main-d'œuvre importante et vous m'avez fait sourire quand on a préparé ça. Vous dites la Thaïlande, c'est le pays du sourire, mais pour les migrants, c'est vraiment pas le sourire tous les jours. Racontez-nous un peu comment ils travaillent. En Thaïlande, il y a à peu près 3 millions de travailleurs migrants. Et quand je dis migrants, c'est les migrants peu qualifiés qui viennent de nos pays voisins comme la Birmanie, le Laos et le Cambodge. Notre système protectionniste interdit aux migrants d'opérer une mobilité professionnelle et géographique. Il y a une quarantaine de métiers qui sont réservés aux citoyens thaïlandais, aux personnes de nationalité thaïlandaise. Et la plupart de ces métiers sont les métiers touristiques ou les métiers... Donc les migrants, ils n'ont pas le droit de faire quel métier alors Donc guide touristique, chauffeur. Les migrants n'ont pas le droit de toucher de l'argent, donc ils ne peuvent pas travailler comme caissier ou vendeur. Ils n'ont pas le droit d'avoir le contact direct avec les clients. Il leur reste quoi alors du coup? Des travaux et le nettoyage. Et aujourd'hui, cette main-d'œuvre-là, elle ne travaille pas, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle repart dans son pays ou comment ça se passe? D'après mes entretiens que j'ai eus avec les travailleurs migrants, voilà, malgré tout, ils préfèrent rester en Thaïlande parce que leur situation reste meilleure en Thaïlande. Mais la plupart des travailleurs migrants dans le tourisme se sont reconvertis dans le bâtiment et souvent d'une manière irrégulière parce que sur leur papier, ils sont toujours employés par un prestataire touristique, mais ce prestataire a mis en place le congé non rémunéré, donc les migrants ne peuvent pas vivre sans salaire, donc ils sont obligés d'aller chercher un travail dans le bâtiment. Donc, ils n'ont pas le droit d'être, comment dire, pluriactifs. C'est illégal, interdit d'avoir des employeurs. D'accord. Parlez-nous un peu de ce que fait l'État en matière de politique touristique pour voilà, favoriser le développement du tourisme, notamment dans les domaines de la formation, de l'emploi et des certifications. Oui, pour faire face à la concurrence dans le marché du travail, par exemple, l'État thaïlandais a mis en place un système de certification et de classification des compétences qui porte garant sur le fait que les travailleurs touristiques sont de qualité meilleure vis-à-vis à la régularisation. Voilà, ça permet de mieux entrer dans la compétition par rapport à d'autres candidats. Et comment ça se passe concrètement pour que quelqu'un obtienne ces certifications et cette capacité à pouvoir travailler? C'est une autorisation que donne l'État? Il faut fournir un certain nombre de documents qui montrent votre capacité, surtout votre capacité langagière, parce que 65% des recettes touristiques viennent du tourisme international. Donc, dans l'industrie touristique en Thaïlande, on a besoin de quelqu'un qui savent parler une langue étrangère. C'est une triste réalité qui ne date pas depuis hier. Les employeurs ne favorisent pas les étudiants en tourisme parce que la plupart d'entre eux ne savent pas parler une langue étrangère. Donc, ils favorisent les étudiants en lettres et en langue. Parce que pour parler une langue, il faut du temps. Moi, en tant que guide touristique, j'ai mis 7 ans pour parler français, pour pouvoir accompagner mes touristes.
Tandis que voilà, pour maîtriser la réservation ou bien vous travaillez comme, comment dire, voilà, ou maîtriser le logiciel pour faire une réservation des billets d'avion, ça prend un peu de temps par rapport à compétences linguistiques qui durent plus longtemps. Dernier point, on va finir là-dessus. Quel est du coup, est-ce que c'est difficile à obtenir? Est-ce que l'État donne ces certifications facilement? Est-ce que c'est un peu comme un diplôme ou voilà, expliquez-nous un peu l'ampleur. C'est offert. C'est offert. Vous devez fournir un document qui montre votre expérience professionnelle, votre capacité, et puis il y a un test en ligne à réaliser. Okay. Et ça dure 2 ans. 2 ans. 2 ans. Okay. Et il y a des vérifications ensuite régulières ou... Voilà. C'est obligatoire depuis maintenant, surtout pour les guides touristiques, avant de renouveler leur permis de travail, il faut passer par cette certification. Okay. Sinon, ils ne peuvent pas renouveler leur permis pour exercer leur métier. Dernière toute petite... Ils sont obligés de mettre à jour leurs connaissances tous les 2 ans. Dernière toute petite question en forme de sourire. Donc du coup, vous restez quand même optimiste sur le redéveloppement du tourisme en Thaïlande, peut-être sous des formes différentes, et sur la capacité des jeunes notamment à intégrer les métiers du tourisme en Thaïlande? Ou pas trop optimiste? Nous sommes toujours optimistes. Nous sommes toujours optimistes parce que... on ne vous sent pas très optimiste quand même. Donc la Thaïlande est dotée d'une richesse naturelle, culturelle, qui attend les nouveaux, les futurs professionnels du tourisme à exploiter. Et les jeunes en Thaïlande qui veulent travailler dans le tourisme, ils sont optimistes ou pas trop? Ils sont optimistes, mais la forme d'activité change un tout petit peu. Il faut s'adapter à la situation actuelle. Par exemple, la Thaïlande accueille 10 millions de Chinois par an, et avec l'arrêt total du tourisme, c'est 0. Donc les Chinois ne peuvent pas venir en Thaïlande. Et les travailleurs touristiques qui vivent le plus avec les touristes chinois, ce sont les danseurs, danseuses, travestis ou transsexuels qui présentent un spectacle de cabaret. Donc, ces danseurs ont trouvé une stratégie de réponse un peu particulière. Donc, ils proposent un spectacle en ligne via une application. Donc, ils travaillent avec un seul téléphone. Donc, les Chinois en Chine regardent le spectacle et ils donnent les pourboires. D'accord. Voilà. Les jeunes sont toujours optimistes, mais il faut trouver on va finir sur cette note d'optimisme. Bon, mais on aurait aimé que ça dure plus longtemps, de vous faire réagir encore davantage, mais malheureusement le temps nous est compté. On en fera d'autres, ne vous inquiétez pas. Merci d'applaudir l'ensemble des intervenants et des étudiants. Merci à vous et bonne journée, bonne continuation pour les convergences.